Une autre brèche dans le partage des nouvelles sur Internet. À qui appartient le contenu généré par les médias du monde entier? Qui doit payer et combien? Le journal Le New York Times poursuit Microsoft et OpenAI, créateurs du logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT, pour violation des droits d'auteur. Qu'est-ce que tout ça signifie? On va en discuter avec Bruno Guglielminetti. Il est, vous le savez, conférencier, animateur du podcast moncarnet.com. Bonjour, Bruno. Bonjour. Alors, Bruno, c'est tout d'abord la question des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle qui est abordée dans cette poursuite du Times. Oui, effectivement, parce que pour arriver à avoir des outils de travail aussi puissants qu'un chat GPT, le responsable, le propriétaire de l'outil devait lui fournir énormément d'informations. On parle de milliards d'informations. Et quoi de mieux que d'aller le chercher sur un site de médias qui couvre l'actualité depuis des centaines d'années. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, notamment en utilisant, en passant la gratte, si vous voulez, à travers le site du New York Times pour aller chercher toute l'information et comme ça, lui donner à apprendre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'entente préalable entre OpenAI, donc l'éditeur de ChatGPT, et le New York Times. Et puis, à un moment donné, les gens du New York Times se sont rendus compte que, à l'occasion, lorsqu'on faisait certaines requêtes, c'était carrément des extraits d'articles du New York Times qui sortaient. Et c'est là où on a levé le drapeau un petit peu plus tôt cette année en disant il y a un problème. Puis, entre-temps, ce qu'on s'est rendu compte, c'est, en faisant d'autres tests, c'est qu'on a vu l'ampleur de la chose. Et en plus, ce qui est pernicieux, c'est que lorsque les gens vont chercher de l'information sur ChatGPT et qu'ils la puisent par le billet parallèlement donc dans le New York Times, ces gens-là ne vont pas sur le New York Times. Et donc, c'est de la perte de visites et c'est de la perte de revenus publicitaires, ce qui, somme toute, fait dire au New York Times dans sa plainte que ça vaut des milliards de dollars en compensation. Ça paraît être une évidence, mais encore fallait-il en faire la démonstration. Puis c'est un peu ce que le New York Times a fait. Maintenant, il y a d'autres motifs qui expliquent cette poursuite du New York Times contre Microsoft et OpenAI? Oui, bien, vous le disiez, hein, c'est vraiment une question de fond. C'est-à-dire que depuis des années, on le sait, si vous avez l'habitude d'aller faire un tour sur Google pour aller chercher une information, vous le savez maintenant que quand on fait une requête auprès de Google, bien, vous avez l'essentiel de l'information que vous cherchez qui apparaît dans la page de Google sans jamais avoir besoin de vous rendre sur le site Web. Alors, c'est un peu une pointe qu'on rentre, mais là, on a un cas très solide envers OpenAI et par la bande aussi, un de ses principaux financiers et partenaires, Microsoft. Et là, on veut vraiment faire un cas d'espèce parce que là, c'est le New York Times qui est concerné, mais vous pouvez être certain que dans d'autres marchés, il y a d'autres médias comme ça qui l'ont fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que OpenAI, tout récemment, a fait une entente avec un groupe de presse allemand pour se rapprocher des médias, un peu comme Apple est en train de faire auprès de certains groupes médias à travers la planète pour justement nourrir sa future intelligence artificielle de contenu, mais là, de façon légale. Bon, j'imagine que c'est une poursuite qui va être très longue à régler, mais quand même, à donnant une victoire du New York Times, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour les médias du monde entier? Ah ben écoutez, ça va être du cas par cas, mais c'est sûr que si on peut avoir une jurisprudence et s'assurer qu'il y a rémunération contre l'utilisation du contenu de médias, comme ce que New York Times demande, ben, ça veut dire que par la suite, tous les grands groupes pourraient passer à la caisse et pourrait probablement y avoir des ententes hors cours basées sur la jurisprudence qui va avoir été faite dans le cas du New York Times. Ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas la première fois que des voix se lèvent contre les logiciels de l'intelligence artificielle, Bruno? Non, effectivement, de plus en plus, la question a été posée, hein, d'où vient tout ce contenu-là? Vous avez aussi notamment l'éditeur du fameux livre Harry Potter ou de la série Harry Potter qui va traîner aussi OpenAI en cours parce que, encore là, toute la série des Harry Potter ont été lues par ChatGPT, mais sans aucune rémunération. Alors, et puis par la suite, on partage cette information-là aux utilisateurs, aux centaines de millions d'utilisateurs. Alors encore là, l'éditeur de livre, lui, il se dit, il devrait y avoir compensation. Alors, on vient juste d'ouvrir une grande boîte de Pandore et il va falloir attendre des mois, sinon un an, pour voir à quoi ça va ressembler à la fin. Ou peut-être demander au gouvernement de légiférer globalement pour le dossier de l'intelligence artificielle. On en parle, mais il va falloir que ça se fasse. Oui, bien ça, il y a le côté qui est de poursuite directement d'un média envers l'éditeur d'OpenAI, mais vous avez raison.
parallèlement, il y a toute l'organisation législative qui se fait. L'Europe, avec son AI Act, est un leader dans le domaine parce qu'ils ont déjà mis en place une loi qui encadre l'utilisation de la propriété intellectuelle par de tels outils comme ChatGPT. Mais au Canada, ce n'est pas encore fait. Aux États-Unis, sur le reste de la planète, ce n'est pas encore fait. Alors, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Voilà qui est très clair. Bruno Guglielminetti, je vous rappelle qu'on peut vous suivre sur votre podcast d'actualité numérique, moncarnet.com. Merci d'avoir été avec nous et joyeuses fêtes. Merci à vous. Joyeuses fêtes à vous.